Mon multivers, tome 3. Les femmes de la liberté. Écrit par Samuel Montesanti. Lu par Melvaux. Chapitre 1. L'univers gamma. L'univers gamma. Un univers très similaire à celui que vous connaissez déjà, le vôtre. Une évolution basique des humains au cours des millénaires. Une évolution technologique prépondérante. Mais comme vous le savez, ce qui caractérise le multivers, ce sont les divergences qui ont lieu dans ces différents mondes. Dans l'univers gamma, les divergences eurent lieu graduellement. Au cours des siècles, les femmes continuaient d'être considérées comme inférieures aux hommes, ne pouvant jouir des mêmes droits et d'une égalité tant éthique que morale. Mais contrairement au monde auquel vous êtes familiers, les femmes de l'univers gamma ont commencé beaucoup plus tôt à se rebeller, à s'exprimer et à tenter d'imposer leur vision. Suite à la mise en place du droit de vote des femmes entre 1900 et 1950, ces dernières savaient que c'était le premier pas vers un équilibre définitif. Mais il fallait qu'elles appuient leur volonté en demandant beaucoup plus. La Chine, ainsi que le reste de l'Asie, étaient les derniers à avoir obtenu ce droit de vote. Depuis près de 20 ans, les femmes chinoises préparaient doucement une campagne visant à obtenir plus de liberté et de droits face aux hommes. Et en 1974, une révolte violente eut lieu à Shanghai, ainsi que dans d'autres grandes villes de Chine. Les femmes avaient lancé une grande manifestation dans les rues de la capitale pour demander une hausse significative des salaires des femmes de toutes les professions afin d'égaler celle des hommes. Mais cette manifestation apporta un désordre trop grand, menant à de violentes répercussions de la part des forces de l'ordre. Il y eut beaucoup de victimes des deux côtés, et après 14 jours infernaux, un traité fut signé pour arrêter le combat. Les 20 années qui suivirent remirent en question les acquis des siècles précédents concernant le droit de vote des femmes, et à terme, après d'interminables débats, procès et autres actes de loi, ce dernier fut révoqué dans toute l'Asie le 17 avril 1997. Cet acte ébranla la société mondiale pour la première fois depuis bien longtemps, et les répercussions de cet événement allaient changer la face du monde. Le siècle suivant n'apporta pas grand-chose de nouveau, si ce n'est une évolution technologique impressionnante, comparable à celle connue dans l'univers qui vous est familier. Les femmes avaient obtenu plusieurs droits au fil des années, mais étaient encore et toujours considérées comme inférieures aux hommes sur bien des domaines. Que ce soit des critiques sur leur tenue vestimentaire, sur leur choix de vie, leur façon de parler ou leur vision du monde, il y avait toujours du mépris de la part des hommes. Pourtant, ces derniers ne pouvaient pas s'empêcher de les désirer. C'était un malaise palpable et incompréhensible. En 2274, pour commémorer le 300e anniversaire de la révolte de Shanghai, un grand nombre de femmes se réunirent à Londres pour manifester et rappeler au monde qu'elles peuvent être les égales des hommes si tout le monde y met du sien. Plus de 200 000 femmes envahirent Trafalgar Square, panneaux brandis, mégaphones activés. Aucune d'entre elles ne se doutait qu'elle venait de créer la plus grande divergence que cet univers allait connaître. Au siège parlementaire anglais, Arthur Wainwright, le premier ministre en place, prit une décision fatidique. À ses yeux, cette manifestation pouvait déclencher à terme un nouveau conflit. Mais il craignait qu'en ces temps hautement avancés, ce conflit deviendrait mondial. Au lieu de mobiliser les forces de l'ordre, il envoya un missile balistique détruire Trafalgar Square. Le 27 août 2274 était désormais connu comme le jour où eut lieu le massacre de Londres, le jour où 200 000 femmes perdirent la vie pour une cause qu'elles estimaient noble et juste. Un communiqué international fut érigé, indiquant que toute récidive mènerait à des réponses similaires et que l'ensemble des gouvernements mondiaux avaient accepté cet acte. En parallèle à ce communiqué, toutes les femmes siégeant dans les parlements ou étant liées à la politique, et ce dans tous les pays du monde, furent renvoyées, destituées et pour certaines envoyées en prison. Il n'y avait plus de femmes au pouvoir, et les hommes les avaient définitivement cloîtrées dans un monde à part, les privant de toute forme de liberté.
Il est simple de comprendre que ceci était la goutte ayant fait déborder le vase. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les hommes devaient payer pour leurs actes barbares et sexistes. Au cours des 3 prochains siècles, un vaste réseau souterrain se forma. Les femmes étaient parvenues à créer un système de communication indétectable pour préparer leur assaut. Plusieurs générations se succédèrent, transmettant les informations nécessaires pour garder un pied-à-terre face aux hommes. Leurs moyens de communication ? Inclure des messages codés dans les boîtes de tampons. Aucun homme ne fit le lien, et cela permit à toutes les femmes du monde de s'organiser. Au bout d'un certain temps, toutes les femmes faisaient désormais semblant d'aimer leur mari, ayant totalement adhéré à l'idée de tous les détruire. Mais elles devaient procréer afin de sauver la stabilité du réseau. L'objectif principal de cette entreprise était donc l'éradication complète et totale du sexe masculin. Malgré leur destitution de toute profession politique ou militaire, les femmes avaient tout de même réussi à infiltrer les plus grandes bases militaires mondiales, récupérer des schémas d'armes de destruction massive et de produits biologiques. En parallèle à cela, un groupe de hackeuses, les geekettes, installèrent des virus silencieux dans l'ensemble des réseaux de communication mondiaux, prêts à être activés le moment venu. Le plan était en marche, et les hommes n'allaient pas pouvoir l'arrêter. Chapitre 2. La Grande Purge. Le réseau souterrain était connu sous le nom de Femmes de la Liberté. Leur mode de communication était parfaitement transparent, et seules les femmes pouvaient les comprendre. Ce groupe était dirigé par Karla Tarbowski, et elle était impitoyable. Elle ordonna au réseau d'entraîner les petites filles au combat, de leur apprendre des techniques de piratage informatique et de ne faire confiance à absolument aucun homme. Celles qui refusaient de s'adapter au programme étaient sévèrement punies. Mais après quelques années d'adaptation, les futures dirigeantes du monde étaient formées, prêtes au combat. Plusieurs décennies passèrent suite au début des préparations, mais leur plan était désormais en phase d'être activé. La première partie du plan était de prendre le contrôle de l'Amérique du Nord. Les États-Unis étaient devenus le pôle politique et militaire mondial, et le faire tomber en premier amènerait une victoire inéluctable. En février 2517, les femmes se désengagèrent progressivement du pays, quittant le continent par voie aérienne. En l'espace de 5 mois, presque toutes les femmes américaines avaient quitté le sol américain. Mais lorsque les hommes le remarquèrent, il était trop tard. Le 8 août 2517, Miranda Manaster, la leader des geekettes, activa le virus Man-Eater, qui eut pour effet de désactiver tout réseau technologique dans l'Amérique du Nord. Il n'y avait plus aucun moyen de communication disponible. Internet était coupé, les radios ne fonctionnaient plus, et les satellites de communication étaient désactivés. Cet acte ne prit que quelques minutes. Le continent tout entier était plongé dans l'obscurité totale. Les femmes qui avaient quitté le pays revenaient en bateau, ayant pris d'assaut les grands ports maritimes européens. Ces attaques furent conduites en parfaite furtivité, moyennant kidnapping et prise d'otages. Les bateaux accostèrent sur toute la côte est des États-Unis, de la Nouvelle-Écosse jusqu'en Floride, en passant par le Delaware et la Caroline du Sud. Il n'y avait aucun échappatoire maritime pour les hommes. Les femmes qui étaient restées dans le pays prirent d'assaut les ports maritimes de la côte ouest, bloquant la fuite du nord de l'Oregon jusqu'à la Basse-Californie du Sud. Le Mexique avait été depuis bien longtemps confiné par un gigantesque mur de métal de plus de 100 mètres de haut. Alors la fuite par le sud était impossible pour les hommes. Grimper jusqu'au Canada n'aurait rien fait pour les aider, car le froid ralentirait drastiquement leur avancée. Une gigantesque tempête de neige avait englouti le pays jusqu'au niveau d'Edmonton un siècle auparavant, et les routes étaient devenues inaccessibles. Les hommes américains étaient cernés. En l'espace de quelques mois, presque tous les hommes du pays furent éradiqués. Une destruction sans précédent souleva les grandes villes, New York, Washington, Los Angeles, Miami, Indianapolis. Toutes tombèrent sous un bombardement infernal. Après les premières semaines initiales de l'attaque, Miranda réactiva les réseaux technologiques, permettant aux femmes de prendre possession des véhicules de destruction afin de leur faciliter la tâche.
Le blocus extérieur au pays était efficace, et aucun autre gouvernement ne tenta de s'interposer. Les femmes abattaient les hommes à vue. Quand certaines hésitaient à abattre leur mari, d'autres s'en chargeaient pour elles, et vice-versa. Elles mirent à mort leurs propres fils, pour peu qu'ils n'aient pas été avortés avant leur naissance. Le monde entier était braqué sur les États-Unis, et bien évidemment, cette levée aux armes était le signal d'attaque. Mais les femmes du reste du monde devraient se montrer patients et attendre que l'Amérique du Nord tombe complètement afin de justifier leur victoire et les attaques suivantes. Beaucoup d'autres pays engagèrent des pourparlers pour empêcher un tel massacre de se reproduire, mais en vain. Alors, les hommes s'unifièrent dans toute l'Europe et l'Asie pour contrer cette attaque massive, et c'est alors qu'une guerre commença, une guerre qui changea la terre pour toujours. Cette guerre fut l'étincelle qui alluma la flamme de la scission des sexes et de la Grande Purge. Plusieurs pays entrèrent dans un conflit sanglant. L'Europe de l'Ouest fut vaporisée par des bombes nucléaires, activées par accident lors de l'attaque d'une base militaire en Suisse. Les femmes en charge de l'attaque voulaient sécuriser les ogives afin d'avoir un avantage tactique sur les hommes, mais un tir perdu fit tout exploser. Les résidus radioactifs affectèrent la nature de manière irréversible, rendant la vie impossible dans toute la région. Ces effets allaient perdurer pour de nombreux siècles. Toutes les femmes d'Amérique du Nord se mobilisèrent pour débarquer en Asie afin d'apporter un renfort non négligeable et conquérir l'Eurasie petit à petit. Cette conquête dura 75 ans, mais à terme, les femmes gagnèrent la guerre. L'Afrique et l'Australie tombèrent également, et le dernier bastion des hommes se tint en Amérique du Sud, sur l'île Navarino. Mais ils étaient impuissants face à la vague destructrice des femmes vengeresses. Et en l'an 2620, 95% des hommes avaient disparu. Les survivants étaient éparpillés de par le globe, ayant trouvé refuge dans des villes souterraines construites à la hâte pendant la guerre. Mais ne pouvant pas remonter à la surface, ces derniers périrent de malnutrition, de maladie ou de vieillesse. Le dernier homme connu de la civilisation rendit son ultime souffle le 25 octobre 2654, amenant ainsi une nouvelle ère de l'humanité. Les femmes avaient conquis la planète, la grande purge était terminée. Chapitre 3. La procédure Nocaster. La première question que toutes les femmes se posèrent lorsque l'idée de la Grande Purge fut adoptée était la suivante. Comment survivre sans les mâles ? La reproduction humaine ne laissait pas de choix. Il fallait un homme et une femme pour concevoir des enfants. Supprimer une partie de l'équation, c'était condamner l'espèce à l'extinction. Alors, en parallèle aux préparatifs de guerre, les femmes scientifiques s'attelèrent à de nouvelles recherches et expériences visant à trouver une solution pour régler ce problème de taille. Le temps allait leur manquer, et l'incertitude de la guerre appliquait un stress palpable sur les équipes de recherche. La première idée abordée fut le clonage. Après plusieurs décennies d'évolution technologique, il ne manquait pas grand-chose pour compléter cette technologie. Les premiers tests de clonage humain furent effectués en 2550. Beaucoup de problèmes éthiques découlaient de ces expériences, mais les femmes voulaient à tout prix réussir à survivre à ce désastre planétaire et sortir vainqueurs de la guerre. Alors ces préoccupations furent mises à l'écart au profit de la survie. Malheureusement, les clones créés étaient sujets à de nombreux défauts. Premièrement, les clones étaient des copies parfaites de leur hôte, retenant leur âge, leur pathologie et tout autre élément constituant leur physionomie. Mais le plus grave, c'est que le clonage avait un effet secondaire néfaste. Les cellules du corps cloné vieillissaient 2 à 3 fois plus vite que celles du corps original. Si la femme subissant le clonage était âgée de 20 ans, alors son clone atteindrait les 80 ans en 20 ans. Si la femme avait 40 ans, cela ne prendrait que 10 ans. La technique du clonage n'était donc pas fiable sur le long terme et fut abandonnée rapidement. L'insémination n'allait plus être possible une fois que les hommes seraient éradiqués. Plusieurs d'entre eux furent capturés et emprisonnés dans des laboratoires afin d'être soumis à des expériences plus horribles les unes que les autres. Une culture massive de liqueurs séminales fut engendrée, afin de faire de nouveaux tests d'insémination artificielle.
Mais ce procédé avait un but précis. En 2580, alors que la Grande Purge battait son plein, Jaina Nocaster, une scientifique hors pair avec un QI surpassant tout ce qui existait à l'époque, proposa une solution élégante, pleine de potentiel, mais compliquée. Le remplacement génomique. L'idée était de remplacer le génome masculin dans la reproduction par un génome spécial qui forcerait l'activation du trait génétique féminin. Avec les données recueillies par la culture, il était aisé de localiser les génomes et d'expérimenter dessus. Une fois le génome modifié, il fallait simplement effectuer une insémination artificielle. Mais le stock de la culture n'allait pas durer éternellement. Alors, la technique du clonage fut réajustée pour créer un nombre infini de génomes, cette fois sans effet secondaire. Ceci fut possible car la cible était de taille infiniment plus petite. La procédure Nocaster fut validée et mise en état en 35 ans, et les premiers bébés issus de cette technologie naquirent juste avant la fin de la guerre. Aucun effet néfaste ne fut observé, et les nouvelles petites filles grandirent à un rythme normal. Cette victoire scientifique signifiait que l'humanité pourrait perdurer dans le temps. Toutes les règles de la reproduction s'appliquaient également ici. Il ne fallait pas utiliser du matériel génétique entre femmes d'une même famille, car ceci pourrait engendrer des malformations ou des défauts de développement. Le souci financier ne se posa pas. Pendant la guerre, les femmes avaient bien évidemment prévu de récupérer toutes les finances mondiales et de les regrouper dans un centre bancaire unique. Toutes ces finances serviraient dans un premier temps à reconstruire les villes détruites par la guerre, ainsi que la société dans son ensemble. Tous les frais médicaux ainsi que les frais liés à la science étaient facilement gérables, et de ce fait, les 3 premières décennies offraient aux femmes la possibilité de procréer gratuitement avec la procédure Nocaster. Il était essentiel de préserver l'humanité, et la vie n'a pas de prix. Une fois les maux de la guerre effacés, il a fallu créer un prix pour cette procédure de procréation, afin de préserver une certaine économie. Mais ce prix était devenu abordable pour toutes les classes sociales, afin de ne pas sectariser certaines femmes. Ainsi, la société put se rebâtir de manière efficace. Quand une société subit un changement d'une telle ampleur, il n'y a jamais une version parfaite où tout le monde est sur la même longueur d'onde. Même si l'ordre mondial devait être centré sur les femmes et leur domination, certaines restaient tout de même sceptiques et refusaient d'accepter ce changement. Les femmes dans leur ensemble, ne voulant pas devenir les mêmes monstres que les hommes qu'elles voulaient éradiquer, firent de leur mieux pour engendrer des pourparlers pacifiques. Ceci apporta plusieurs complications, à commencer par une sectarisation volontaire d'un grand groupe de femmes de par le monde. Ces dernières voulaient vivre en marge de cette nouvelle société, mais sans les hommes, c'était impossible. Quelques conflits éclatèrent dans plusieurs régions du monde, et cela se terminait toujours de la même manière. Ces femmes finirent soit enfermées, soit tuées. Quand la procédure Nocaster fut généralisée dans le monde, la Grande Purge venait d'atteindre son paroxysme. Il ne restait que très peu d'hommes sur Terre. Mais un groupe parvint à récupérer les plans de la procédure avec l'aide de certaines femmes espions qui ne voulaient pas accepter la nouvelle société. Ces hommes éparpillés allaient tenter une dernière attaque salvatrice. Chapitre 4. L'après-guerre. La guerre se termina officiellement le 1er novembre 2649, avec la signature d'un traité justifiant la disparition définitive des hommes sur Terre. Mais les femmes ne savaient pas qu'un groupe de résistance était déjà formé. Pendant une décennie, la paix était présente. Le nouveau monde se mettait en place, mais le traumatisme de la guerre était toujours là. La reconstruction des villes détruites, ainsi que la remise en état des zones de culture avaient commencé, mais étaient lentes. Il faudrait de nombreuses années pour tout réparer et pour soigner les blessures de la guerre. C'est pendant cette période de paix que le Conseil suprême vit le jour. Le Conseil suprême fut formé par un groupe de femmes politiques qui voulaient créer une société ferme, prête à tacler tous les problèmes pouvant apparaître dans le monde. 5 femmes se réunirent, toutes en charge de leur prestigieuse famille. La famille Sicard, à la tête des forces militaires. La famille Leroux, à la tête des ministères sociétals. La famille Réau, à la tête du système de reconstruction. La famille Couture, à la tête de l'économie. Et la famille Gour, à la tête du secteur technologique. Le Conseil suprême se forma grâce à Marlène Sicard, Yasmine Leroux, Chanel Réau, Léa Couture et Namina Gour.
Ces femmes étaient toutes déjà très compétentes dans leur domaine personnel, et combiner ces talents n'allait que renforcer leur collaboration. Par souci de maintenir l'équilibre dans l'organisation, il fut stipulé que les leaders du Conseil suprême seraient obligatoirement des familles l'ayant formé. Les descendantes seraient donc toutes issues de ces 5 nobles familles. Ce groupe de femmes représentait également le cœur d'un réseau souterrain secret, qui regroupait toutes les pratiques illégales nécessaires au bon fonctionnement de cette nouvelle société. Car bien évidemment, il restait tout de même plusieurs factions disséminées de par le monde qui n'acceptaient pas le nouveau régime. Mais avec une bonne organisation et un réseau d'espionnes parfaitement entraînés, ces groupes furent réduits au silence, petit à petit. La plupart des membres se firent exécuter, et les autres finirent en prison. Ces rebelles préparaient des manifestations à grande échelle, mais n'avaient jamais pris les armes pour se faire entendre. Malheureusement, ce nouveau régime ne faisait pas de place pour des exceptions. C'était un régime à tolérance zéro. Cela pouvait paraître cruel et exagéré, mais après la Grande Purge, il n'y avait pas de choix. Un désastre mondial de cette ampleur ne pouvait plus se reproduire. Les 2 siècles qui suivirent furent nommés les centenaires du renouveau. Vers l'an 2800, la reconstruction des villes s'acheva, et de nouvelles technologies développées en parallèle permirent d'améliorer la qualité de vie des femmes dans le monde et accélérer les rythmes de production afin de stabiliser l'économie. Le Conseil suprême tenait un équilibre dans la société, éliminant tous les problèmes à la source avant qu'ils ne dégénèrent. Attentats, tentatives de coup d'État, désastres naturels, invasions animales. Malgré la paix durable, il y avait plusieurs rebondissements dans le quotidien des femmes. Mais un problème de taille se dessinait à l'horizon. Un problème qu'aucune femme ne vit venir. Même le réseau souterrain du Conseil fut pris par surprise. Le 17 septembre 2814 à 9h52, un blackout mit toute l'Europe à genoux. 1 heure plus tard, le bâtiment du Conseil suprême fut pris d'assaut par un commando d'attaque rempli de personnes cagoulées, armées jusqu'aux dents. Les 5 femmes leaders furent capturées, et le chef du commando se révéla au monde en utilisant le moniteur de diffusion du Conseil, qui pouvait relayer en direct leurs annonces dans le monde entier en simultané. Une fois le blackout terminé, le choc fut immédiat pour toutes les femmes du monde. Marc Grasnac était le leader du groupe résistant d'hommes ayant survécu à la guerre. Grâce à un groupe de femmes ayant choisi de se séparer du nouveau régime, les hommes ayant échappé à la Grande Purge purent se reproduire et ainsi accumuler informations et matériel pendant plus de 200 ans afin de préparer leur grand retour sur la scène. Le moment de notre grand retour est arrivé. Après votre massacre planétaire, nous allons reprendre notre légitime place dans la société. Que vous le vouliez ou non, nous devons restaurer un équilibre naturel dans l'évolution humaine. Vous devez coopérer afin de créer une transition pacifique. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau bain de sang. Nous pouvons préserver cette paix. Le discours de Marc n'eut pas l'effet escompté. Les voix des femmes retentirent dans tous les coins du monde, car après tant de siècles d'adaptation à ce nouveau régime, elles ne voulaient plus revenir en arrière. Les dirigeants politiques des différents pays répondirent avec ferveur, assurant leur refus face à cette demande. Mais Marc avait une autre tactique sous la manche. Si les femmes refusaient de coopérer et d'accepter le retour des hommes, alors il éliminerait le Conseil suprême afin de déstabiliser l'économie mondiale, couperait toute connexion technologique et plongerait le monde dans un nouvel âge de pierre. Il donna aux dirigeantes 2 semaines pour préparer leur réponse. Suite à cela, Marc kidnappa le Conseil et avec son commando se rendirent à Greenbury, près de Londres. Ce déplacement était symbolique, afin de rappeler le massacre de Londres qui avait eu lieu tant de siècles auparavant. Le commando s'installa dans un ancien bâtiment politique, et après 1 semaine, l'ensemble de la faction de Marc fut rassemblé. Il y avait en tout 350 hommes et autant de femmes dédiées à la cause de Marc. Mais cette tactique prouva être une erreur fatale. Après 10 jours de siège, le commando de Marc reçut une réponse. Mais ce n'était pas une réponse en provenance des dirigeantes mondiales. Les filles du Conseil suprême, la nouvelle génération, avaient décidé du sort final de cette insurrection. Elles venaient toutes de devenir majeures,
mais n'étaient pas encore supposés succéder à leur mère. Mais vu les circonstances, il fallait faire exception à la règle. Mark Grasnak, je suis Telsa Sicard. Ton siège prend fin aujourd'hui. Je fais partie de la nouvelle génération du Conseil suprême. Avec mes compagnes, nous sommes désormais forcés de prendre action face à ton groupe terroriste. Nous ne pouvons tolérer votre existence. Après tant de sacrifices et de pertes, nous ne pouvons prendre le risque de réduire à néant cette société qui nous tient à cœur. Aucune négociation ne sera possible. Toi et ta bande de monstres, vous êtes condamnés à une mort immédiate, sans transition. Je sais pourquoi tu as choisi Greenbury. Cette ville possède un entrepôt militaire où sont stockées des centaines d'ogives nucléaires. Tu voulais profiter de cette base pour gagner ta bataille. Mais tu as fait une erreur en regroupant toutes tes forces, car nous pouvons activer ces ogives à distance. Tu pensais avoir le contrôle de notre réseau technologique ? Nous t'avons simplement laissé croire que c'était le cas. Nous avons contourné tes pare-feux et nous sommes à nouveau en contrôle. Tu peux dire adieu à ta misérable existence. Tu es folle ? Vos mères sont ici avec moi. C'est un sacrifice nécessaire pour préserver l'équilibre de notre société. Nous pleurerons leur départ, mais leur disparition servira de fondation pour une paix durable. Alors que Mark sortait de la salle en furie pour tenter de faire évacuer les siens, l'ancienne génération du Conseil suprême prit un instant pour regarder leur fille dans les yeux à travers le moniteur. « Nous sommes fiers de vous. Vous êtes toutes dignes de nous succéder. Notre société sera entre de bonnes mains avec vous. Merci les filles. Nous vous aimons de tout notre cœur. » Alors que des larmes coulaient le long des joues de ces femmes qui avaient déjà tout sacrifié pour leur monde, le sud de l'Angleterre fut vaporisé par plusieurs explosions nucléaires successives. De Bristol à Douvres, en passant par Guildford et Cambridge, tout fut réduit en poussière. Mais grâce à l'évolution technologique, la retombée radioactive fut évitée. Un système de ventilation à base d'éoliennes gigantesques situé dans les mers entourant l'Angleterre permit de garder en place les fumées toxiques, et après quelques années, elles disparurent de l'air. Avec la destruction du commando, c'était désormais la véritable fin des hommes sur la planète Terre, et une nouvelle paix fut instaurée. Une paix qui allait durer très longtemps. Chapitre 5. Le visiteur. Le monde était revenu à son état de paix initial. L'oppression initiale du Conseil suprême face aux différentes menaces fut effacée graduellement et remplacée par un sentiment de sécurité. Au fil du temps, toutes les femmes de par le monde finirent par accepter le nouveau régime. C'était un régime qui avait certes été bâti sur des violences, des sacrifices et d'autres atrocités, mais la volonté de préserver une paix mondiale, vouée à suivre un seul idéal, était plus forte que n'importe quel ressenti négatif. Le Conseil suprême évolua au cours des siècles qui suivirent. Les générations se succédèrent, apportant innovation et progrès technologiques. Les femmes avaient un sens inné de la protection des espèces et de la nature dans son ensemble. Une majeure partie des villes capitales furent remaniées, réduites, afin de donner une nouvelle jeunesse à une nature trop longtemps écorchée par des constructions humaines. Les habitantes ne furent pas dénigrées pour autant, et s'adaptèrent en construisant des maisons à base de matériaux naturels. Sable, silt, argile, foin, herbes de la pampa, chanvre, les ressources ne manquaient pas, et les utiliser en lieu et place du bois permettait de préserver l'équilibre naturel, du moins pour un moment. Le mode de vie des femmes changea suite à ce changement de paradigme, mais c'était pour le mieux. Les femmes du monde entier apprirent ce que signifiait ne faire qu'un avec la nature. Une communion réelle eut lieu, permettant de développer un potentiel de communication inouï avec les animaux. La chasse avait disparu. L'humanité était devenue végétarienne. Avec ce nouvel aparté, de nombreuses maladies disparurent. Une planète saine, des espèces vivantes en meilleure santé, voici le résultat final du grand sacrifice engendré par les humains. Aucun monde n'est parfait, même dans un monde où tous les problèmes ou presque ont été résolus. Une société telle que celle des femmes de l'univers Gamma est facile à ébranler. Sa fondation reste fragile,
et le moindre élément perturbateur à grande échelle peut la faire tomber. Un tel élément fit son apparition le 27 août 3649. Après 800 ans de paix, la société féminine allait prendre un coup dur. Le Conseil suprême était composé d'Ophélia Sicard, Olympia Leroux, Faye Réau, Dixie Gour et Slaney Couture. Ces 5 femmes avaient suivi vigoureusement leur tradition familiale et tenaient fermement la tête du monde. Leur nouvelle base se tenait fièrement au centre de la place Barriéton, dans le 102e arrondissement de Paris. Avec le progrès technologique, il était devenu aisé pour le Conseil de détecter les anomalies dans le monde. Qu'elles soient météorologiques ou élémentaires, tout spectromètre était calibré pour ne rien rater et indiquer leur position de manière fiable. Et en ce chaud samedi d'août 3649, cette nouvelle anomalie eut lieu à quelques kilomètres de la base du Conseil suprême. C'était une coïncidence trop grosse pour être normale. « Chef Sicard, nous avons détecté une anomalie météorologique. Enfin, je crois. Je ne comprends pas ces données. On dirait des segments élémentaires, mais la variable est inconnue, » s'exclama une des scientifiques du Conseil. « Donnez-moi la localisation. » Secteur Q742. C'est à 3 km au sud-ouest d'ici. C'est insensé. Montrez-moi sur la carte. La scientifique activa quelques boutons sur son commutateur et une carte vectorielle s'afficha sur le mur de la salle. Un point rouge indiqua la position de l'anomalie. C'est l'esplanade des Veuves. Mon Dieu, en cette heure-ci, elle doit être bondée. Nous devons nous hâter et nous y rendre. À toutes les unités de reconnaissance, rendez-vous immédiatement sur place. Je vous y rejoins, s'écria Ophélia. Ophélia se rendit prestement à son véhicule de fonction. Une fois le véhicule démarré, elle activa un commutateur holographique. Les 4 autres membres du conseil s'affichèrent au niveau du tableau de bord. « Les filles, nous avons une anomalie aux variables inconnues. Rassemblez les jurés à l'amphithéâtre. J'ai un mauvais pressentiment. » En quelques minutes, Ophélia était sur place. Sans même descendre de la voiture, elle vit l'anomalie de ses propres yeux, se tenant debout au milieu de l'esplanade. Son cœur se serra, et en une fraction de seconde, elle s'imagina un nouveau désastre. Elle imagina sa société, qu'elle protégeait de toute son âme depuis des décennies, s'écrouler comme un château de cartes, pour ensuite être réduite en cendres. Au milieu de l'esplanade se tenait un homme, un être vivant qui n'était plus censé exister. Depuis des siècles, un nombre incalculable de questions surgirent dans l'esprit d'Ophélia, à une telle vitesse que la migraine fut instantanée. Mais elle n'avait pas le temps de réfléchir. Ses subordonnés étaient déjà sur le terrain, ordonnant l'anomalie de mettre les mains sur la tête. Elle se devait à tout prix de prendre le contrôle de la situation. Ophélia sortit de la voiture avec hâte et interrompit ses subordonnés. « Baissez vos armes, les filles. »« Mais, chef, exécution !» Les policières baissèrent leurs armes avec hésitation. Ophélia fixa l'homme. « Bonjour, je m'appelle Ophélia Sicard. Je suis à la tête du Conseil suprême et chef opératoire des forces militaires. À qui ai-je l'honneur de m'adresser ? Je m'appelle Zach Patton. » Zach Patton. Ce nom était totalement inconnu aux oreilles d'Ophélia. Il n'y avait aucun Patton dans les résistants ayant péri lors de la destruction de Greenbury, 800 ans plus tôt. Il ne pouvait pas être un de leurs descendants. « Très bien, monsieur Patton. Auriez-vous l'obligeance de nous suivre ? Nous souhaiterions vous interroger quant à la raison de votre présence ici. »« Suis-je vraiment en état d'arrestation ? » ?»« Oh, ne vous inquiétez pas, mes collègues ne faisaient que leur travail. Nous vous accueillerons en paix, mais pour éviter que cette situation ne dégénère, nous devons vous demander de vous rendre tranquillement. » « D'accord. » Calmer la situation était l'objectif premier d'Ophélia, et elle avait réussi. Maintenant, il ne restait plus qu'à amener cet homme dans un endroit reculé à l'abri du public, récolter des informations et trouver une solution en conséquence. Elle tenta du mieux qu'elle put de ne pas se laisser submerger par ses questions et ses craintes. Elle était persuadée que ses pairs parviendraient à trouver la bonne solution pour ce nouveau problème. Alors que le fourgon arriva à la base principale, Ophélia remarqua que l'homme n'était pas armé, mais possédait une espèce de gantelet étrange sur la main droite. Un gantelet aux propriétés technologiques surprenantes,
qui était clairement différente de tout ce qu'elle avait pu voir jusqu'à aujourd'hui. Les vêtements de l'homme, qu'elle observait depuis le petit miroir accroché au pare-brise, étaient très étranges à ses yeux. Une nouvelle question émergea dans son esprit. Est-il de cette époque ? Elle se secouait la tête pour chasser cette idée ridicule de son esprit. Un homme d'une autre époque. Serait-il possible que le voyage temporel existe pour de vrai ? Ophélia se souvint que sa grand-mère avait chargé une équipe de scientifiques de tenter d'élucider cette théorie longtemps oubliée, mais qu'après un très long débat au sein du conseil, il fut décidé de laisser tomber cette entreprise, car les répercussions d'une telle expérience pouvaient être critiques, désastreuses et irréversibles. Les femmes avaient vu et créé assez de films sur le sujet pour en connaître les potentiels dénouements. Une fois sortis du fourgon, Ophélia et ses subordonnés escortèrent Zack Patton dans la base, l'amenant dans les profondeurs, à l'écart du public. L'amphithéâtre dans lequel ils se rendirent était vaste, très haut de plafond, et était conçu différemment. La salle reposait sur un système de rails extensibles, qui, sous la pression d'un bouton, agrandissait la salle encore plus. Cette fonction était utile lorsque les jurés devaient se réunir au complet, mais ce n'était pas le cas en ce moment précis. Une fois que Zack fut attaché sur une chaise et placé au centre de la pièce, Ophélia présenta les membres du Conseil suprême, ainsi que l'histoire de leur monde. Ce choix tactique avait pour but de rassurer le détenu, afin de le placer dans un sentiment de confiance pour qu'il donne des informations. Une fois l'histoire terminée, Zack fut interrogé. D'où venait-il et pourquoi ? Je ne suis pas un rescapé de votre guerre. Je viens d'un autre monde. Un monde bien différent du vôtre. Un monde où la technologie nous a permis de devenir immortels pour certains. Il y a aussi des forces mystiques, des extraterrestres et plein d'autres choses. Et les hommes et les femmes y sont égaux. Ophélia ne put s'empêcher d'avoir un rire étouffé à l'entente de cette phrase. Les autres membres du conseil pouffaient discrètement. Les hommes et femmes égaux. Cet homme décrivait un monde bien idyllique. Mais cette pensée fut rapidement remplacée par une autre. Très intéressant, monsieur Patton. Mais comment êtes-vous arrivé ici ? Je voyage à travers le temps et l'espace pour trouver un moyen de sauver mon ami d'enfance qui est mort dans mon univers d'origine. Le pressentiment d'Ophélia était donc correct. Elle avait affaire à un voyageur temporel. Si elle avait envisagé cette possibilité, c'était pour une simple et bonne raison. Il n'y avait aucun autre moyen rationnel et logique qu'un homme puisse encore être en vie dans leur monde. Mais Zack Patton ne semblait pas venir de leur passé ou de leur futur, mais d'un monde parallèle. Cette pensée la rassura le temps d'un instant, mais elle devait encore décider quoi faire avec cet homme. L'interrogatoire s'envenima lorsque les autres membres du conseil exigèrent l'exécution de Zack. Ophélia gardait ses réserves quant à cette idée, mais quand Zack se mit à les insulter et à les comparer aux hommes d'antan, son sang ne fit qu'un tour. Ophélia activa le protocole d'exécution et frappa le bouton d'agrandissement de l'amphithéâtre. Toutes les femmes présentes, que ce soit les jurés ou le conseil, prirent les armes et déferlèrent leur haine sur Zack Patton. Ce dernier fut sauvé in extremis par une tierce personne démontrant des pouvoirs magiques. La frénésie de l'action ne laissa pas le temps à Ophélia de comprendre ce qui se passait, mais en un éclair, son captif avait disparu sans laisser de traces. Le centre de l'amphithéâtre était en ruine à cause des explosions, et maintenant, il ne restait plus rien de l'anomalie. Après le retour au calme, les membres principaux du Conseil suprême se rejoignirent dans la salle de réunion principale de la base. Elles s'installèrent autour de la table, et un silence pesant s'imposa pendant quelques instants. « J'ai besoin d'un thé. Je vous prépare quelque chose ?» demanda Slaney. « À ce stade, ramène-nous plutôt de l'alcool. La nuit va être longue, » continua Dixie. « C'est du délire ce qui s'est passé. C'est impossible. On a dû rêver, non ?» s'interrogea Faye. « Non. Je me suis pincé plusieurs fois et maintenant j'ai un gros bleu sur le bras, » enchaîna Olympia. « Nous devons prendre un instant pour rationaliser tout ce qui s'est passé, les filles. Faisons un état des lieux, » termina Ophélia. Les femmes du Conseil suprême n'arrivaient pas à apprécier leur breuvage correctement. Elles étaient encore sous le choc. Ophélia était la seule qui arrivait à cadrer les choses,
Ce n'était pas pour rien qu'elle était à la tête du conseil. Ce qui s'est passé aujourd'hui nous a révélé une chose cruciale. Notre monde n'est pas le seul monde. La présence de Zack Patton nous a confirmé l'existence de plusieurs univers, ainsi que le voyage dans le temps. Il ne faut pas oublier que toutes ces théories scientifiques que nous avons écartées peuvent encore être valables, même si nous n'y faisons pas attention. Nous avons été victimes de leur utilisation par un être tiers, et nous n'y pouvons rien. Heureusement, nous avons réussi à en limiter les dégâts. Je pense sincèrement que cet incident est isolé. Mais nous devons à présent renforcer nos défenses au niveau quantique. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce genre de choses n'arrive plus. Nous ne savons pas de quoi ces autres mondes sont faits, et ce qu'ils peuvent nous envoyer. Cela prendra peut-être du temps, mais nous avons les ressources nécessaires pour nous construire une défense solide. En ce qui concerne son apparition sur une place publique, nous allons mettre en place une histoire de couverture avec la presse. Nous parlerons d'une blague communautaire visant à déstabiliser le régime. Est-ce que vous avez des questions ? Les autres membres avaient pris note de ce qu'Ophélia venait d'expliquer. Tout était rationnel. Nous allons donc engager des expériences scientifiques à grande échelle. J'espère que cela sera bénéfique sur le long terme, s'inquiéta Dixie. Nous n'avons plus vraiment le choix. Nous devons pouvoir nous défendre contre ce genre d'événements. Qui sait ce que les autres mondes peuvent nous envoyer ? Continua Slaney. Et puis, de toute manière, c'est vraiment le seul souci dont nous devons nous soucier sur la durée. La paix mondiale est toujours maintenue, et les petits problèmes sont rapidement réglés. Tout tourne comme sur des roulettes, rassura Feuille. Bon, eh bien, vu que tous ces détails sont réglés, je pense que nous pouvons clôturer cette réunion, Ophélia. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'accepter cette nouvelle réalité. Nous autres du Conseil, ainsi que les jurés, sommes les seuls à avoir vécu cet événement dans sa totalité. Mais je pense qu'il vaudrait mieux que cela reste entre nous. Le public n'a pas besoin de savoir tout ça, continua Olympia. Je suis entièrement d'accord avec vous, les filles. La réunion est donc terminée. Nous allons superviser les réparations de l'amphithéâtre et nous irons ensuite directement au laboratoire pour commencer la mise en place des expériences. Ceci marque donc la fin de l'événement, le visiteur. Marquons les archives. La réunion achevée, les femmes du conseil sortirent de la pièce. Elles ne savaient pas que l'apparition de Zack Patton allait avoir des conséquences imprévues sur leur monde. Chapitre 6. Le nouveau-né. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'incident Zack Patton. Le Conseil suprême avait réussi à gérer la presse avec une fausse histoire pour éviter la panique. La paix était à nouveau rétablie, même si l'incident avait eu lieu officiellement en huis clos. Après des siècles et des siècles d'ajustements, les femmes pouvaient maintenant donner naissance à de nouvelles petites filles, en parfaite santé, grâce à la procédure Nocaster. Plusieurs éléments du suivi de grossesse furent simplifiés sur le long terme. Par exemple, les échographies furent entièrement automatisées par ordinateur pour vérifier la bonne santé du fœtus pendant sa croissance. Ceci réduisit les coûts en personnel médical, permettant une refonte des hôpitaux pour de meilleurs traitements. Jenna Valiano est une costumière pour société de production audiovisuelle. Son métier la passionne, et c'est grâce à cela qu'elle a rencontré sa partenaire, Anne Nolero. Dans cette nation composée uniquement de femmes, c'est au moment du mariage qu'il est décidé qui porterait le potentiel enfant. Jenna s'est portée volontaire dans son couple, car elle voulait découvrir cette sensation. Mais elle décida de laisser sa chance à Anne, dans le cas où un deuxième enfant serait à prévoir. La grossesse se passa sans encombre, et puis vint le jour de l'accouchement. Le 24 mars 3650 allait devenir un jour déterminant pour la société humaine de la Terre de l'univers Gamma. Ophélia se reposait tranquillement dans son jardin, allongée sur un transat et sirotant un verre de sirop de cassis. La journée était belle et une agréable brise de printemps faisait danser ses cheveux. Elle appréciait son premier jour de congé depuis quelques mois. Malgré un état de paix dans la nation, il restait beaucoup de paperasse à régler. Mais l'équipage du Conseil suprême était bien soudé, et tout le monde pouvait se permettre une pause de temps en temps. Le téléphone d'Ophélia sonna. Elle le regarda avec étonnement, car elle savait que ses comparses ne l'appelleraient qu'en cas d'urgence. Et il n'y avait rien de pressant dans les affaires politico-économiques.
Elle décrocha avec crainte. « Allô? Ici Ophélia? Ophélia, c'est Dixie. Il faut que tu nous rejoignes à l'hôpital Nocaster. Maintenant! Calme-toi, Dixie. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'expliquer ça au téléphone. Tu dois venir, vite! Mais dis-moi au moins de quoi il en retourne. Tu me sors de mes congés, là. Ophélia, je te promets que là, nous sommes face à quelque chose qui pourrait détruire notre société tout entière. Alors viens, vite! Dixie raccrocha sans attendre. La panique et la peur dans sa voix firent frissonner Ophélia. Ses mots étaient sincères, et cela devait vraiment être très grave. Elle posa son verre, retira ses lunettes de soleil, courut se changer en 4e vitesse pour être présentable et démarra sa voiture en trombe en direction de l'hôpital. Elle y serait en une quinzaine de minutes. Ces 15 minutes furent les plus stressantes de ces dernières semaines, surtout en ne sachant pas ce qui l'attendait au bout du trajet. Les portes de l'hôpital étaient déjà ouvertes, mais l'entrée était bouchée par des véhicules ainsi que des barrières pour ne laisser entrer personne, mis à part le personnel soignant et les membres du conseil. Olympia se tenait debout devant l'entrée. Elle attendait Ophélia, qui se précipita hors de sa voiture pour la rejoindre. Elles traversèrent le hall principal à toute vitesse pour rejoindre l'ascenseur. « Est-ce que tu vas m'expliquer ce qui se passe ou me faire languir jusqu'au dernier moment ? C'est quelque chose que tu dois découvrir par toi-même, Ophélia. Tu pourras ainsi décider quoi faire de ton propre chef. » Lorsqu'Ophélia et Olympia sortirent de l'ascenseur au dernier étage de l'hôpital, le couloir était bondé par le personnel soignant. Dixie et Slaney leur avaient demandé de rester dans le couloir pour éviter de surcharger la pièce concernée par ce qui allait devenir le pire cauchemar du monde. Ophélia entra dans la pièce et vit Dixie, Slaney et Faye debout près d'un lit. Dans ce lit était allongée Jenna, et assise à ses côtés, sa femme Anne. Les deux étaient en pleurs. Jenna tenait un bébé dans ses bras. « Bon, que se passe-t-il ? Pourquoi toute cette cohue dans les couloirs et devant l'hôpital ?»« Ophélia, regarde le bébé !» s'exclama Faye. Jeanne retira le plaid qui entourait le bébé. C'est à ce moment-là que le monde d'Ophélia s'écroula. Que va-t-on faire ? Dois-je l'annoncer au public ? Comment cacher ceci ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ? Est-ce la fin de notre société ? Ces questions assaillirent l'esprit d'Ophélia, qui ne savait plus comment réagir. « Je ne sais pas quoi faire, Ophélia. Je suis perdue. C'est juste inconcevable. La science a toujours été de notre côté. Après tout ce que nous avons enduré, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase, » s'écria Dixie. « Nous devons prendre une décision rapidement, » continua Olympia. « Il y a trop en jeu. Nous devons étouffer la situation. »« Non, s'il vous plaît, c'est notre enfant. Vous ne pouvez pas faire ça. Il doit y avoir une solution. » Les pleurs de Jenna s'intensifièrent. Elle était persuadée que son enfant allait être exécuté sur place. Le personnel soignant dans le couloir s'agitait également. Certaines étaient en larmes, d'autres étaient sous le choc. « S'il vous plaît, dame du conseil, soyez indulgente. C'est un enfant, notre progéniture. Vous ne pouvez pas prendre une décision si horrible, » lança Anne. « Nous n'avons pris aucune décision, Madame Nolero. Nous analysons la situation pour trouver la meilleure solution possible, » coupa Slaney. « Il faut prendre en compte plein de paramètres, mais nous devons agir vite avant que ceci ne soit rendu public. Nous ne pourrons pas rester dans l'ombre trop longtemps, » continua Dixie. « Il faudrait peut-être… »« Taisez-vous !» Ophélia avait besoin de calme pour réfléchir. En l'état, les seules personnes au courant de cette situation étaient le personnel soignant, les mères de l'enfant, ainsi que le Conseil suprême dans son intégralité. Le pire scénario serait que l'une de ces personnes révèle cet événement au public, ce qui causerait le chaos. Il fallait en tout premier lieu créer une clause de confidentialité extrême, mais Ophélia avait du mal à se concentrer, car ce qu'elle voyait la terrifiait. L'enfant possédait l'organe reproductif masculin. Elles avaient en face d'elles un nouveau-né mâle, un nouveau-né d'un sexe disparu depuis des lustres, et que la science avait efficacement effacé de la génétique, jusqu'à ce jour. Couvrez cet enfant, je vous prie, et restez dans cette pièce pour l'instant. Je veux que le personnel soignant s'occupe de cette famille pour l'instant, sans poser de questions. Nous avons besoin de temps pour discuter de la situation, et absolument personne
ne sort de cet hôpital jusqu'à nouvel ordre. Prévenez vos femmes, vous risquez de dormir ici ce soir. » Les ordres d'Ophélia retentirent dans le couloir comme un coup de tonnerre. Le personnel soignant se dispersa pour retourner à ses fonctions. L'une d'entre elles jeta un œil dans la pièce alors que l'enfant se faisait couvrir. Elle ne put s'empêcher de prononcer une phrase qui fit frissonner toutes les personnes présentes. « Mais c'est un pénis ?» Le Conseil suprême fut forcé de se réunir dans le hall principal de l'hôpital. Elle ne pouvait pas se permettre de retourner à la base centrale et convoquer les jurés. Elle devait rester dans l'hôpital pour contenir ce problème. La journée allait bientôt se terminer. « Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai tellement de questions qui triturent mon esprit que je vais contracter une migraine colossale !» s'écria Slaney. « C'est impensable que ceci arrive. Tous ces siècles de recherche scientifique pour éradiquer le gène masculin, et le voilà qui refait surface. Comment est-ce possible ?» questionna Dixie. « Il est probable que la science nous fasse défaut. Il y a certainement un paramètre génétique que nous n'avons pas réussi à éradiquer complètement, et sur le long terme, il est parvenu à se redévelopper, » expliqua Olympia. « Mais si c'est le cas, alors, ça veut dire que ça va certainement se reproduire. Cette anomalie est peut-être la première d'une longue série. Que va-t-on faire ?» continua Faye. « Nous devons en premier lieu contenir le problème dans cet hôpital. Nous allons traiter cet enfant comme tous les autres et le nourrir, le protéger. Tant que tout ceci reste secret, nous avons du temps pour définir que faire sur le long terme. Mais nous ne pouvons pas être les seuls à décider de ceci. Nous avons besoin de l'avis des jurés. S'il est décidé de l'exécuter, alors ceci restera un secret du public. Mais cette idée ne me plaît guère. Cela reste un enfant, bon sang, » termina Ophélia. À ce moment même, une femme entra dans le hall principal de l'hôpital, une arme ressemblant à un canon-scié quantique en main. Son bras droit était une prothèse mécanique, et son visage était balafré du bas de la joue gauche jusqu'au sommet du sourcil droit. Sa chevelure rousse brillait à travers la vitre de la porte coulissante, ce qui entrait en contraste avec sa longue veste en cuir noir. Elle s'arrêta net devant le Conseil suprême. « Ophélia, cela faisait longtemps, vieille peau. Comment vas-tu ? » ?»« Toi ? Tu es encore en vie ? Il en faut plus que ça pour me tuer, ma vieille, et c'est l'heure pour toi de prendre ta retraite. » Chapitre 7. La rouquine. « Ophélia, tu la connais ? Qui est-ce ? » demanda Olympia. « Je vois que tu as pris soin d'effacer mon nom des registres et de cacher mon existence à tes collègues. J'imagine que tu en as fait de même pour mon arbre généalogique. » La femme possédait une voix intimidante, et la voir tenir une arme n'aidait pas. Aucune des filles du Conseil suprême n'osait s'avancer, ni bouger. Ophélia grinça des dents. « J'ai osé espérer que tu disparaisses, en même temps que toute ta famille. J'aurais dû vérifier à 2 reprises si tu étais morte. » « C'est exact. Mais tu t'es ramollie avec le temps, et c'est dommage pour toi. Mais avant de continuer, pourquoi n'expliques-tu pas à tes comparses qui je suis ? Il vaut mieux pour elles qu'elles sachent toute la vérité. » Les filles ne comprenaient pas ce qui se passait. Ophélia se retourna vers elles et poussa un long soupir. « Les filles, ce que je vais vous raconter est classé confidentiel. Je suis la seule de tout le conseil à connaître cette histoire, car j'en suis partiellement responsable. Mais maintenant que nous sommes face aux faits, cela ne sert à plus rien de vous le cacher. Écoutez bien. Vous connaissez notre héritage. Nos ancêtres et nos descendantes sont toutes destinées à être en tête du Conseil suprême. 5 familles pour gouverner toutes les facettes de la société et les tenir en place. Secteurs militaires, économiques, technologiques, sociétal et de construction. Le piédestal d'une nation forte. Mais comme vous le savez, toute chose possède son contraire. Alors que ces 5 familles faisaient tout pour créer, il y en avait une qui existait pour détruire. La famille Tarboski. Cette famille fut la génitrice du groupe connu sous le nom Les Femmes de la Liberté. Ce groupe fut à l'origine de la Grande Purge et de l'anarchie qu'elle a causée. Même si l'idée principale derrière la purge
était de libérer le monde de l'emprise des hommes, le but caché de ce groupe était de détruire le système pour le recréer, pour repartir de zéro. Notre volonté d'être libre n'était devenue qu'un prétexte pour justifier leurs actes. Mais une fois que la paix fut établie, elle n'avait plus de raison valable de causer une nouvelle anarchie. Le groupe fut dissous, et leurs noms furent effacés des archives. Seuls les membres de la famille Sicard avaient le droit d'en garder le secret et de le transmettre de génération en génération. C'est à cause de la famille Tarboski que nous avons dû subir l'attaque de Greenbury. Elle ne validait pas l'existence des hommes, mais elle validait leur volonté d'instaurer le chaos dans notre société, qui était l'objectif principal du groupe de Mark Grasnack. Mais Grasnack a échoué, et le groupe s'est à nouveau effacé des mémoires en disparaissant dans les réseaux souterrains. Pendant des siècles, la famille Tarboski ne s'est pas manifestée. Mais il y a 35 ans de cela, j'ai rencontré Josiane Limado, une activiste qui voulait apporter du changement à une société qu'elle considérait comme stagnante. Elle m'invita chez elle pour me présenter son idée de révolution pacifique. Elles étaient une dizaine, toutes de la même famille. Josiane avait 4 sœurs, et toutes avaient 3 filles. Elles m'expliquèrent pendant plusieurs heures leurs raisons, leur volonté de tout changer, et comment le faire de manière pacifique. Et ce n'est qu'à la dernière minute que Josiane m'avoua qu'elle était une descendante de la famille Tarboski. Je me souviens du regard d'une de ses filles, un regard rempli de haine et de mépris. Elle avait clairement grandi dans un environnement néfaste, et je ressentais ses pulsions meurtrières. La balafre qui divisait son visage en deux en disait long. Alors que je refusais leurs propositions, plusieurs d'entre elles prirent les armes pour me forcer à coopérer. Leurs arguments pacifiques venaient de tomber à l'eau. Je me souviens encore de cette petite aux cheveux roux, au visage scarifié, dont le regard de haine se dirigea lentement vers un chaton qui venait de traverser la porte d'entrée de leur local secret. Elle l'attrapa par la gorge et l'éventra en un instant avec un couteau caché dans sa manche. Alors que le sang giclait sur son visage, elle arracha les tripes de ce pauvre animal avant de le jeter par terre. Son rire me glaça le sang. Aucun autre membre de la famille n'eut de réaction, si ce n'est de me fixer, attendant ma réponse. Il était clair que je devais les arrêter en ce moment précis. J'étais venu préparé, car le précédent comportement de Josiane ne m'avait pas plu. J'ai sorti une télécommande de ma poche droite et je me suis enfui de la pièce en appuyant dessus, claquant la porte derrière moi pour éviter les tirs. Josiane fut la première à atteindre la sortie pour me pourchasser, et elle vit le missile que j'avais appelé se diriger vers le bâtiment. Alors que je courais pour ne pas être prise dans la déflagration, je me suis retourné un instant pour voir mon assaillante. Son regard était un mélange de haine, de désespoir et de tristesse. J'ai tout de suite compris en cet instant que sa plus grande peur était de perdre sa famille, et je venais de réaliser cette peur en devenant le bourreau de cette dernière. L'explosion vaporisa le bâtiment tout entier, et j'eus la chance de m'en sortir avec quelques égratignures. Craignant pour la sécurité de la nation, je fis taire cette histoire en expliquant qu'une fuite de gaz avait eu lieu, faisant exploser l'immeuble. Aucun des corps trouvés n'était identifiable, mais il en manquait 3 sur les 10 présents. Je me suis simplement dit qu'ils avaient été mis en pièces par l'explosion. Je n'ai pas cherché plus loin, et j'ai placé cette histoire dans mes archives personnelles, la cachant à tout le monde. Même vous. Alors que les filles étaient choquées de l'histoire qu'elles venaient d'entendre, la femme rousse explosa de rire. Un rire mauvais, sombre et glauque. Tu sais raconter une histoire, la vieille, et tu n'as loupé aucun passage. Tu as effectivement ordonné l'attaque qui a décimé ma famille. Malheureusement pour toi, j'ai survécu. La pièce possédait une trappe, et je fus la seule assez rapide pour m'y cacher. Et suite à cela, j'ai dû apprendre à vivre seul dans la nature. Grâce à ta décision de supprimer ma famille des archives, j'ai pu rester incognito toutes ces années. Ma famille avait encore des contacts dans les réseaux souterrains, et je fus soigné et amélioré. Tu vois ce bras mécanique ? Une pointe de la technologie, mise à jour chaque décennie pour que je puisse m'adapter à mon environnement. J'ai grandi dans l'ombre,
mais j'ai su m'informer de ce qui se passait dans le monde. Dans cette société puérile et inféconde, personne n'a changé. Vous êtes encore tout aussi têtus qu'à l'époque à ne pas accepter de potentiels changements dans vos vies minables. Mais j'ai reconstruit l'empire que mes ancêtres avaient bâti. J'ai récupéré les fonds nécessaires ainsi que la force de frappe humaine pour apporter le changement dont je rêve. Les femmes de la liberté vont renaître aujourd'hui et tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher. Les femmes du Conseil suprême étaient terrifiées face à cette femme qui, de toute évidence, allait causer de gros soucis à leur société. Ophélia s'avança. « Quel est ton objectif ? Pourquoi es-tu là maintenant ? Si tu oses te montrer en public, c'est que tu vas agir bientôt. » « Faux ! Je n'avais pas prévu de me présenter à toi de sitôt, mais j'ai reçu une nouvelle très intéressante aujourd'hui. Nous avons droit à une nouvelle anomalie. D'abord Mark, puis Zach Patton, et maintenant, un nouveau mal apparaît dans notre monde. N'est-ce pas déconcertant ? Comment sais-tu que une des infirmières travaille pour moi ? Elle m'a prévenu immédiatement. Merde ! Je savais que je devais m'occuper de cette situation tout de suite, car cela risquait d'entraver mes plans sur le long terme. Mais j'ai décidé d'en profiter pour réviser ce même plan. Nous allons tuer cet enfant et proclamer notre règne sur la société en supprimant le Conseil suprême. Si la science nous a vraiment abandonnés, alors nous tuerons tous les nouveau-nés mâles dans le futur. J'ai fini par accepter que les hommes ne fassent plus partie de ce monde, alors nous les empêcherons de revenir, même de manière naturelle. En un mouvement rapide, Ophélia sauta en avant et attrapa la main de la femme rousse qui tenait son arme. Elle la dégagea d'un revers de son autre main et tenta de la frapper au visage, mais elle ne fut pas assez rapide. L'adversaire d'Ophélia utilisa l'avantage de sa physionomie supérieure pour la rebousser d'un coup de coude dans le ventre. Elle tomba au sol, et les autres membres du Conseil suprême la rejoignirent. « Ne cherche pas à m'affronter, Ophélia. Tu es trop vieille pour te battre. Même si je dois avouer que ta vitesse est surprenante, mais je te suis supérieure physiquement. Je ne vais pas vous tuer immédiatement. Je veux que vous soyez témoins du nouveau monde que je vais créer. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je vous achèverai. Il est temps pour cette société de changer. » La femme rousse se retourna et ramassa son arme. Elle prit ensuite une télécommande dans une des poches de sa veste et appuya dessus. Une alarme retentit. Ophélia se releva grâce à ses comparses. « Que viens-tu de faire ?» hurla Ophélia. « Je viens de faire exactement la même chose que toi il y a tant d'années. Je vais détruire ton monde, ta famille et tout ce à quoi tu tiens. Un missile va arriver et raser ce complexe et tout ce qui s'y trouve. Adieu, Ophélia. »« Mais qui es-tu à la fin ?» coupa Olympia. La femme rousse tourna légèrement la tête pour regarder les femmes qu'elle venait de condamner. Son regard était rempli de haine, comme lors de son enfance. « Je m'appelle Mélène Tarbowski. On me surnomme la Rouquine, et je serai la reine du Nouveau Monde. » Mélène sortit du bâtiment en courant, et quelques instants plus tard, un gigantesque missile vint s'écraser sur l'hôpital. L'explosion rasa toute la zone, et le choc se fit sentir à des dizaines de kilomètres. Chapitre 8. La chute de Paris. Je m'appelle Mélène Tarbowski, et je suis à la tête des femmes de la liberté. Le monde doit se rappeler à quel point il est fragile. Il doit se rappeler à quel point tout peut changer en un instant. Une seule personne peut détenir le pouvoir d'amener un changement majeur. Et cette personne, c'est moi. J'ai sacrifié ma vie entière à cette cause. J'ai perdu des membres, j'ai perdu ma famille, mes valeurs, mes repères. Et il est temps de partager cette douleur avec le monde entier. Une société comme la nôtre est imparfaite. Réduire les hommes au silence était peut-être une bonne solution à l'époque, mais Zach Patton avait raison. La nature humaine reprend toujours le dessus.
Et bien que nous soyons unis sous la bannière d'un même sexe, nous ne pouvons pas nous entendre à la perfection. Et c'est bien cette croyance qui me motive. Le monde a besoin d'être changé régulièrement, de subir un formatage. Mais je suis d'accord sur le fait que les hommes ne doivent pas revenir. Il reste une engeance, un virus, une mauvaise herbe qui ne doit pas repousser. Mais les doctrines du Conseil suprême sont faibles et ne contribuent pas au bon fonctionnement de la société. Après des siècles de paix, la femme est redevenue faible. Il ne doit pas y avoir de leader, il ne doit pas y avoir de hiérarchie. Seulement des êtres humains égaux qui peuvent décider par eux-mêmes. Et c'est exactement cette idée qui m'a poussé à détruire l'hôpital. Prouver que je peux décider par moi-même. Mais je veux que le Conseil soit témoin de ce changement. Je veux qu'elles se sentent impuissantes et qu'elles acceptent que l'ancien régime va disparaître. Elles ont dû avoir assez de temps pour se cacher dans les sous-sols de l'hôpital. Je ne pense pas que le personnel soignant ait survécu, ainsi que cette abomination. Mais soit. Connaissant Ophélia, elle va chercher à rallier des troupes pour m'arrêter, et elle devra trouver de l'équipement plus puissant si elle veut m'affronter. Je ne dois pas perdre de temps. Je dois faire tomber Paris immédiatement. Prendre le contrôle de la capitale aidera à briser l'emprise du Conseil. Je pourrai plus facilement influencer les masses à rejoindre mon mouvement. C'est tout de même incroyable que la science fasse défaut. J'ai suivi les recherches et le gène masculin a été définitivement effacé. Je ne comprends pas comment il a pu se manifester à nouveau. Si c'est arrivé ici, alors cela a dû arriver ailleurs. Peut-être qu'il y a des cas dans d'autres pays et qu'ils ont réussi à les garder secrets. Non, c'est impossible. Je possède des espionnes dans tous les grands hôpitaux du monde. Il faudrait que ces enfants naissent à la campagne ou dans des endroits reculés. Je pense que ceci était le premier cas, mais il y en aura d'autres, c'est sûr. J'utiliserai ce prétexte pour mener ma mission à bien. Ah, me voilà arrivé. Je ne pense pas avoir été suivi. Cela fait maintenant 25 minutes que l'hôpital a été détruit. Les autorités doivent déjà y être. Bien. Cela les occupera quelque temps pendant que je prépare mon attaque. Mon QG mobile restera indétectable. Je peux facilement communiquer avec mes espionnes depuis la plateforme interne du van. Je dois d'abord entrer en contact avec les différentes radios. Mes contacts pourront rediriger les flux audio pour ne diffuser que mon message. Je dois également contacter les chaînes de télévision ainsi que les compagnies de téléphone. Avec l'avancée technologique de notre ère, tout est absolument connecté. Et une fois qu'on est dans le système, on peut tout contrôler si on a les bons outils. Tout le monde sera forcé d'écouter mon message, et je suis convaincu qu'elles m'écouteront. Enfin, il y aura des récalcitrantes, bien évidemment, mais je m'en occuperai en temps voulu. Une fois que le message sera passé, je ferai détruire toutes les infrastructures liées de près ou de loin au Conseil suprême. Les explosifs sont déjà en place, et je peux tout activer à distance. Il y aura quelques victimes, certes, mais ces femmes sont esclaves de la vision basique et uniforme du Conseil. Je ne peux pas sauver tout le monde. Quand ces infrastructures seront détruites, la dernière partie de mon plan se mettra tout seul en place. Je laisserai la société s'écrouler de l'intérieur et de ses cendres. Je bâtirai une société qui n'a pas peur du changement, une société qui s'adapte, une société qui évolue. Ok, le contact est fait. Je dois maintenant attendre quelques minutes le temps que la connexion soit claire avec tous les appareils électroniques. Pour l'instant, ma cyberattaque ne concernera que Paris. C'est une grande ville et il y a beaucoup de monde à atteindre. Mais une fois que la ville sera tombée, les informations mondiales suivront. Où elles font vert. Bon sang, ces filles sont maladroites, mais elles sont loyales,
alors je peux être flexible. Voilà, je suis en place. La caméra est... Bordel, elles ont oublié de changer la batterie. Je vais casser des dents. Voilà, le câble de secours est branché. Allons-y. Diffusion en direct dans quelques secondes. Citoyenne de Paris, bien le bonsoir. Vous ne me connaissez pas, mais on me surnomme la Rouquine. Je suis à la tête du groupe appelé les Femmes de la Liberté. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom dans vos cours d'histoire ou lu dans les livres d'archives. Ce groupe fut à l'origine de la Grande Purge il y a tant de siècles, à l'origine de la société que vous connaissez et que vous aimez aujourd'hui. Une société sans hommes, une société saine. Mais ne vous fourvoyez pas. Cette société n'est pas en bonne santé. Elle est gangrénée par un mal qui n'a que trop perduré. Cette société est lasse, monotone et sombre petit à petit dans un ennui abyssal. Voyez-vous, cette longue période de paix nous a toutes ramollies. Nous sommes redevenues les femmes faibles qui se faisaient maltraiter par les hommes d'antan. Nous devenons à nouveau esclaves d'une passivité dangereuse. Notre société a besoin d'un renouveau, a besoin de changement. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui à l'hôpital Nocaster. Aujourd'hui, la science a changé. La science nous a abandonnés. Aujourd'hui, un nouveau-né mâle est arrivé au monde. Un être humain à nouveau doté de l'organe reproductif masculin, un pénis, un phallus, une bite, une verge. Ces mots disparus et répugnants représentent l'aspect le plus ignoble des monstres qui ont bafoué notre respect, notre intégrité et notre bien-être il y a tant de siècles. Voulez-vous vraiment revoir ces monstres fouler nos terres? Voulez-vous vraiment qu'ils reprennent le dessus? Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre choix. Nous devons exterminer ce virus, ne pas le laisser se propager. Ce nouveau-né mâle sera bien évidemment le premier d'une longue liste, car si la science nous a bel et bien abandonnés, nous allons avoir de plus en plus de naissances de ce genre. Je vous demande à toutes de reconsidérer avant de procréer. Nous ne souhaitons pas vous infliger une douleur supplémentaire, mais nous n'aurons pas le choix. Nous tuerons les nouveau-nés mâles, peu importe de quelle famille ils sont issus. Nous allons également mettre fin au Conseil suprême tel que vous le connaissez. Nous allons détruire leur infrastructure et briser leur contrôle sur vous. Le Conseil vous a aveuglé avec leurs doctrines et leurs règles de société absurdes. Vous vivez sous le joug d'un groupe de femmes qui ne veulent que vous contrôler. Nous allons vous rendre votre liberté. Vous n'aurez plus à suivre ces règles idiotes. Cette société a besoin d'un renouveau et nous allons la mettre à jour. Je compte sur votre totale coopération. Libérez-vous de l'emprise de la société. Voilà. Le message est diffusé. Il n'y a pas de temps à perdre. Je dois activer les explosifs. Ah! Je vois que les masses commencent déjà à paniquer. Je les entends d'ici depuis les rues. C'est bien. Je veux qu'elles réalisent que le monde va s'écrouler et qu'elles devront s'adapter au changement. Où est cette foutue télécommande? Je sens que je vais en baffer plus d'une dans cette pièce. La voilà. Je dois vérifier les caméras de surveillance des bâtiments cibles. Il y a plusieurs civils dans ces bâtiments. Je vois que certaines ont commencé à évacuer. C'est bien. Mais je ne peux pas attendre plus longtemps. Ce sont des pertes nécessaires. Voilà, le bouton est activé. Ah, cette destruction est satisfaisante. Mes plans se concrétisent enfin, après tant de sacrifices. Maman, ta mort ne sera pas vaine. Je vais faire perdurer ton héritage. Bien,
La ville entière est en feu. Je vais laisser le temps aux services de secours de faire leur travail. Il faut maintenant envoyer les avions bannières pour diffuser le message à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Mon téléphone? Pourquoi sonne-t-il? C'est une alarme de proximité. Qui oserait s'approcher de notre base? Ah, je vois. Ce sont des civils en panique qui cherchent un endroit où se réfugier. Soit. Ils n'arriveront pas à rentrer de toute manière. Voilà. Toutes les phases principales de mon plan sont en place. Il ne me reste plus qu'à attendre quelques jours pour que le calme revienne, et je verrai déjà certainement une partie de la ville se rallier à ma cause. Heureusement que je sais m'armer de patience. Mais au moins, il n'y a plus rien qui puisse m'arrêter. Les femmes de la liberté gagneront ce combat. Chapitre 9. La fin du Conseil suprême. L'hôpital Nocaster était complètement détruit. Les décombres jonchaient les rues adjacentes, et des dizaines de passantes furent soufflées par l'explosion. Les dégâts étaient importants, et la fumée obstrua la vue du ciel. Ophélia et les membres du Conseil suprême étaient parvenus à se réfugier dans un sous-sol caché grâce à une trappe dissimulée sous le bureau du hall d'accueil. Ophélia ne pensait pas avoir le temps de l'atteindre, mais le missile n'est pas arrivé instantanément. Juste avant d'atteindre la trappe, quelques infirmières étaient descendues avec Jenna, Anne et leur fils. Elles étaient paniquées et ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Le premier réflexe d'Ophélia fut de pousser Jenna, qui portait son fils, dans la trappe pour l'envoyer au sous-sol. Anne trébucha sur un câble et se heurta la tête sur le coin du bureau, l'assommant. Alors que le sifflement du missile devenait de plus en plus fort, les infirmières poussèrent les autres membres du Conseil suprême dans la trappe, prêtes à se sacrifier pour les sauver. L'une d'entre elles ferma la trappe juste derrière Dixie, la remerciant pour son service. Et quelques secondes après, le missile frappa, détruisant tout l'hôpital. Ophélia avait réussi à sauver l'enfant et une de ses mères, mais Anne venait de mourir, ainsi que tout le personnel soignant. Après quelques minutes de tremblement dus à la chute de gravats de l'immeuble, le calme revint. Les filles étaient dans le noir complet. Dixie alluma son téléphone et activa une lampe pour éclairer la pièce. « Ça va? C'est quoi cette pièce ?» demanda Dixie. « Je crois que nous sommes dans le sous-sol de stockage. Attends, laisse-moi trouver l'interrupteur de la lumière. L'électricité fonctionne peut-être encore ?» continua Olympia. Olympia tituba dans la pièce et trouva un interrupteur qui alluma une petite lumière au centre du plafond. La pièce était mal éclairée. Dixie, Faye et Olympia étaient debout, en bon état, mais sales. Jenna et son fils étaient assis au sol. Le bébé pleurait, et Jenna était couverte de poussière, en état de choc. Ophélia et Slaney étaient au sol. Un énorme morceau de gravat était tombé sur elle. Slaney avait un puits en métal planté dans son ventre, et le bras gauche d'Ophélia était écrasé par un gros morceau de béton. « Oh mon Dieu, non! Non !» Le cri de désespoir de Dixie résonna dans la pièce. Elle se rua sur ses collègues, et Olympia fit de même. Faye était près de Jenna pour la soutenir, mais la vue de ses comparses en piteux état lui instaura une peur sans précédent. « Slaney! Slaney! Nom de Dieu! Réponds-moi !» cria Dixie. « Oh non, Ophélia est gravement blessée. Elle est bloquée sous ce tas de gravats. »« Ok, elle est encore en vie. Je sens son cœur battre. Elle est juste inconsciente. » Slaney ne réagit pas. « Je ne sens pas de battement. Je ne ressens rien. » La vérité était en face d'elle. Elle ne pouvait pas l'accepter. Slaney était décédée. Le tuyau de métal avait transpercé son cœur, la tuant sur le coup. « Bordel de merde! Cette salope de rouquine! Elle va me le payer, hein !» Le cri de rage de Dixie n'aida évidemment pas à calmer les pleurs du bébé. Olympia l'attrapa par le bras. « Dixie, calme-toi. Tu n'arranges pas la situation. Nous avons perdu Slaney et Ophélia est inconsciente.
Nous sommes prisonnières sous les décombres de l'hôpital, et nous devons nous recentrer si nous voulons nous sortir de cette situation. La priorité est de sortir Ophélia d'ici et de lui apporter des soins médicaux. Ressaisis-toi. » Alors que Dixie fondit en larmes, Olympia la serra dans ses bras. Jenna, paniquée, tentait tant bien que mal de calmer son enfant. « Qu'allons-nous faire ? Même si nous arrivons à sortir d'ici, ma vie est foutue. J'ai perdu la femme de ma vie, et mon enfant ne sera jamais en sécurité. Ne vous inquiétez pas, Jenna. Nous nous relèverons de cet échec. Nous allons trouver une solution, et nous vous protégerons au péril de notre vie. Votre enfant restera en vie jusqu'à nouvel ordre. » Olympia, comment peux-tu en être aussi sûre ? Regarde autour de toi. Il n'a fallu qu'un seul instant pour qu'une personne complètement aléatoire détruise tout ce qu'on a construit. Tu sais quoi, Faye, j'aimerais que pour une fois tu sois un peu plus positive. Je suis réaliste, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on sait de quoi cette Mélène est capable ? Elle a certainement dû préparer un plan à grande échelle pour débarquer et nous attaquer comme ça sans prévenir. Que va-t-elle faire ensuite ? Nous allons le découvrir. Mais la priorité est de sortir d'ici. Trouvons une issue. Attendez, Ophélia se réveille. La chef du Conseil suprême se réveilla dans une douleur intenable. Ses comparses tentèrent de la calmer du mieux qu'elles pouvaient, mais le meilleur moyen de la sortir de là était de lui arracher le bras, déjà bien détruit par les gravats. Alors que Faye et Dixie aidaient Ophélia à traverser une dimension de douleur comme aucune d'elles n'en avait jamais connue, Olympia fouilla la pièce pour trouver une sortie. Les cris de douleur d'Ophélia se mêlaient aux pleurs incessants du bébé, et Jenna ne pouvait plus retenir ses larmes. La situation était désespérée pour ces femmes. Olympia trouva une sortie, dissimulée derrière une étagère. Cette sortie menait à un dédale de couloirs souterrains. Des panneaux indiquaient un chemin vers un entrepôt médical situé à 1 kilomètre. Ophélia tentait de se reprendre comme elle pouvait, alors que Faye enroulait son bras mutilé dans un drap. Ces couloirs mènent à l'entrepôt d'une société de reconstruction moléculaire. Ils avaient connecté cet entrepôt à l'hôpital pour aider les victimes de mutilations. Sans vouloir placer une note humoristique dans cette situation, Ophélia, je dirais que ça tombe bien. Idiote. Mais tu as raison. Je suis en piteux état. Cette garce de Mélène va payer. Allons-y. Les filles s'engouffrèrent dans les couloirs déjà bien abîmés par le temps. Après quelques minutes de marche, un tremblement se fit sentir. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Dixie. « Merde. Ces couloirs sont adjacents à la Seine. La destruction de l'hôpital a dû fragiliser les murs. Vite, on doit se dépêcher !» Alors qu'elles commencèrent à courir, un bruit intense résonna dans les couloirs. Les murs arrière du bâtiment venaient de céder, et la rivière commençait à noyer le souterrain. Une vague de morts avançait de plus en plus rapidement, et il n'y avait rien pour l'arrêter. Rien, à part une gigantesque porte métallique menant à l'intérieur de l'entrepôt. Il ne restait que quelques mètres avant d'être en sécurité, mais une nouvelle explosion fit tomber Faye et Olympia, les coinçant sous des gravats. « Non, Faye, Olympia, ne t'arrête pas, Ophélia. Tu dois rester en vie pour sauver notre société. Ne laisse pas nos efforts tomber dans l'oubli. Sauve-toi !» C'est avec les larmes aux yeux qu'Ophélia et Dixie furent forcées de fermer la porte de l'entrepôt derrière elles, condamnant leurs camarades. La vague d'eau frappa de plein fouet la porte, faisant vibrer la salle entière. Mais cette porte fut construite spécialement pour un événement comme celui-ci, et il n'y avait aucune chance pour qu'elle cède. Le calme s'installa à nouveau après quelques minutes. Le bébé pleurait encore. Ophélia se traînait péniblement jusqu'à un siège derrière un bureau dans la pièce. « Je jure qu'elle va me le payer. Je ne la laisserai pas s'en tirer à si bon compte. »« Ophélia, qu'est-ce qu'on va faire ? Il ne reste plus que nous. » »« On va prendre quelques jours pour se reposer et se soigner. Heureusement pour moi, nous sommes dans le centre médical le plus avancé du pays. Je devrais pouvoir remplacer mon bras facilement. »« Et mon enfant dans tout ça ? Qu'allons-nous faire ? » ?»« Jenna, ce n'est pas le moment. Cet entrepôt possède les éléments nécessaires pour nourrir l'enfant et le tenir en bonne santé. Vous allez rester ici quelque temps. C'est la meilleure chance que vous avez pour que vous restiez en sécurité. Dixie et moi-même allons mettre en place un plan d'attaque pour arrêter Mélène.
Oui, cette garce va voir de quel bois on se chauffe. Et une fois qu'elle sera tombée, il sera temps de changer notre façon de voir les choses. Le Conseil suprême est mort. Il est temps de lui offrir un renouveau. Il va renaître de ses cendres et donner un nouveau souffle au monde. D'une certaine manière, Mélène avait raison, mais elle ne procède pas de la bonne manière. Le nouveau Conseil sera inébranlable. Il faudra rallier de nouveaux membres et se reconstruire. Nous prendrons le temps nécessaire pour y arriver. Soudainement, la porte principale de la pièce s'ouvrit, et une dizaine de chercheuses médicales entrèrent pour voir les 3 femmes, ensanglantées, devant la porte de protection ébranlée. « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui êtes-vous » ? « Bien, il reste encore des employés ici. Je suis Ophélia Sicard, et j'ai besoin de votre assistance. » « Ophélia Sicard? La chef du Conseil suprême? C'est quoi ce merdier? Vous avez vu ce qui se passe dehors? Toutes les infrastructures du Conseil viennent d'exploser. Une certaine Mélène Tarboski lance un coup d'État. » « Bordel de merde, c'était sûr. »« Venez, vous ne pouvez pas rester ici. Nous allons vous soigner. C'est une chance pour vous que notre bâtiment ne soit pas officiellement affilié à vous. »« Attendez, vous devez emmener cette femme et son enfant dans un lieu sûr du bâtiment, à l'abri de tout regard. Protégez-les à tout prix et veillez à leur bien-être. Est-ce que c'est clair ? Nous ferons de notre mieux. » Les chercheuses escortèrent les femmes en dehors de la pièce, menant Ophélia au centre de reconstruction. Jenna et son fils furent menés dans une autre partie du bâtiment, pendant que Dixie se chargea de récupérer un maximum d'informations sur ce qui se passait à l'extérieur. La convalescence d'Ophélia dura 1 semaine, et pendant ce temps, Paris prit feu. La rouquine avait sécurisé le premier palier de son empire. Chapitre 10. La véritable justice. 1 semaine s'était écoulée depuis la destruction de l'hôpital Nocaster et la chute de Paris. L'emprise du Conseil sur la société s'effritait petit à petit, et de nombreuses femmes rejoignirent les rangs des femmes de la liberté. Le groupe de Mélène avait mis en place son siège principal dans la cathédrale Notre-Dame. Les défenses étaient solides, car Mélène savait qu'Ophélia reviendrait l'attaquer. Les prémices du changement de la société commençaient à se faire sentir dans les autres pays. Mais comme Mélène l'avait prédit, les autres gouvernements restaient à l'écart dans un premier temps, tout en analysant la situation pour éventuellement copier ce système plus tard. Mélène se tenait debout sur le balcon supérieur de la cathédrale. Elle était seule et regardait l'horizon. « Tu prends ton temps pour venir, Ophélia. Je veux en terminer rapidement avec cette histoire. Ou alors j'ai fait une erreur de calcul et tu es morte dans l'explosion de l'hôpital. » Alors qu'elle terminait sa pensée, une explosion eut lieu dans la cathédrale, suivie de plusieurs tirs d'armes à feu. Mélène descendit par les escaliers d'urgence pour arriver plus rapidement au lobby. Quand elle y arriva, elle trouva l'entrée bloquée par des décombres et toutes ses gardes du corps au sol, mortes. Au milieu du carnage, Ophélia et Dixie, droites, sérieuses, armées. « Ah, tu as pris ton temps pour venir, la vieille. Où sont les autres rigolotes ? À cause de toi, Slaney, Faye et Olympia sont mortes, ainsi qu'un nombre incalculable de femmes du personnel soignant et d'innocentes employées dans les nombreuses entreprises que tu as détruites. »« Tu vas payer pour tes crimes, espèce de sale garce !» cria Dixie. « Tu devrais baisser le ton, demi-portion. Tu ne sais pas de quoi tu parles et dans quoi tu t'engages. Elle est tout autant impliquée que nous dans toute cette histoire. C'est un membre du Conseil suprême. Elle est peut-être plus jeune que nous, mais je te conseille de ne pas la sous-estimer, rouquine. Ferme-la, Ophélia. La seule raison pour laquelle tu es encore en vie est parce que je t'ai laissé en vie. Je veux que tu sois témoin de mon nouveau monde. D'ailleurs, tu as décidé de me copier avec ton bras mécanique ? Tu ne m'as pas vraiment laissé le choix. J'ai perdu mon bras lorsque tu as détruit l'hôpital. Magnifique. Tu as vraiment pu te mettre à ma place. Tu sais, lorsque tu as détruit ma vie, c'est bien. Mais dis-moi, que va-t-on faire maintenant ? Maintenant,
Je vais te péter les dents, petite prétentieuse. Je vais te casser les autres membres, te traîner dehors et montrer au monde que tu n'es qu'une blague. Et ta petite révolution va vite se terminer. Tu ne seras qu'un mauvais souvenir. Mélène explosa de rire tout en terminant sa descente des marches. Elle s'approcha d'Ophélia et Dixie, qui la tenaient en joue avec leurs armes. « Tu as mangé un clown ce matin ? Les dégâts sont déjà faits. Tu ne pourras rien changer. Le monde entier en ressent déjà les effets. » « Ah ouais ? Le bébé est encore en vie. » L'expression de Mélène changea instantanément. Ophélia reconnut la haine qu'elle a pu voir il y a tant d'années. « C'est impossible !» Les mères ont eu la bonne idée de nous rejoindre avant l'arrivée du missile. Nous avons réussi à sauver Jenna et le bébé, mais tu as causé la mort de l'une d'entre elles. Ce n'est rien. Une fois que j'en aurai fini avec vous, je les retrouverai, et je l'achèverai. Tu ne sortiras d'ici que sur une civière. Ophélia et Dixie étaient prêtes à appuyer sur la gâchette de leurs armes pour neutraliser Mélène. Mais cette dernière ouvrit le poing de son bras métallique, ce qui causa une onde de choc qui fit valser les filles et lâcher leurs armes. Mélène tacla Dixie assez fort pour l'envoyer valser contre un mur et tenta de frapper Ophélia, mais cette dernière part à l'attaque avec son bras métallique. Les deux femmes s'affrontèrent dans un combat brutal, mais Mélène était sensiblement plus agile. L'âge avancé d'Ophélia jouait en sa défaveur. « Tu ne pourras pas gagner, fossile. Abandonne maintenant et je ferai en sorte que ta souffrance soit minimale. »« Ferme-la, petite sotte, je vais te rabattre ton caquet. » »« Même ton dialogue est préhistorique. » Mélène relança une onde de choc avec son bras, ce qui envoya Ophélia contre le mur. Elles échangèrent à nouveau quelques coups, et Ophélia parvint à prendre le dessus et frapper Mélène assez fort pour l'envoyer en arrière. À ce moment, Dixie venait de se relever, et elle profita de l'occasion pour frapper Mélène dans la jambe pour la faire tomber, et l'attrapa par la gorge avec son bras pour la tenir. « Bravo, Dixie! Tiens-la !»« Bande de crétines! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire !» Mélène relâcha une nouvelle onde de choc sur le sol, faisant exploser le parquet de la cathédrale, les envoyant toutes les trois valser. La fumée et la poussière générées par le choc embrumèrent la pièce. Alors qu'Ophélia se relevait péniblement, elle vit à travers la fumée deux ombres, proches l'une de l'autre. Alors que la fumée commençait à se dissiper, Ophélia vit Mélène tenir Dixie par la gorge, la soulevant en l'air. Elle se tourna vers Ophélia. « Regarde bien, mégère, je vais détruire tout ce qui reste de ton petit conseil de poufiasse. Tu vivras le reste de ta vie avec leur mort sur la conscience, et tu en seras la seule responsable. »« Non, arrête, arrête !»« Ophélia, je suis désolé. » Un craquement d'os résonna dans la pièce. La nuque de Dixie venait de se briser, emportant sa vie au passage. Mélène jeta le cadavre de la jeune fille devant Ophélia, qui était sous le choc de ce qu'il venait de se passer. « Tu vois, vieille peau, c'est une défaite inéluctable. Ton temps est révolu. Fais-moi une faveur et abandonne. Reste à terre. Je vais finir rapidement ce que j'ai commencé, puis je t'enverrai sous le croupier. Mon nouveau monde n'a pas besoin de reliques du passé. » Mélène s'avança vers Ophélia et l'attrapa par le col avec son bras mécanique, la soulevant. Son rire diabolique résonna dans les oreilles de la vétérane. Ce rire réveilla une rage incommensurable, et elle entra dans une folie meurtrière palpable. En un mouvement vif, Ophélia utilisa toute la force de son bras mécanique pour détruire celui de Mélène en frappant sous le coude. Elle enchaîna avec un revers dans le visage, ce qui l'envoya voler contre un mur. Ophélia sauta en l'air de toutes ses forces pour retomber sur les jambes de Mélène, les brisant en deux. Avant même que Mélène ne puisse réagir face à la douleur, Ophélia lui asséna un puissant coup de poing dans le visage, l'assommant sur le cou. Mais alors même que la rouquine perdit conscience, Ophélia lui brisa le bras restant et hurla de rage. Après s'être calmée, Ophélia reprit ses esprits et regarda le corps malmené de son adversaire. C'était l'ennemi du peuple, mais également une comparse féminine qui était simplement perdue. Elle ramassa Mélène avec son bras mécanique
et l'emmena en haut de la cathédrale. Une fois sur le tarmac du balcon principal, Ophélia remarqua une grande caméra avec du matériel informatique de haute volée. Elle comprit immédiatement que c'était un système de communication ultra performant que Mélène utilisait pour communiquer avec la ville. Ophélia posa son ennemie sur une chaise qui était sur place et se mit derrière elle, puis activa la caméra. Habitante de Paris, citoyenne du monde, je m'appelle Ophélia Sicard. Je fus à la tête du Conseil suprême, qui n'existe plus aujourd'hui. Notre société vient de changer, et les règles vont changer encore plus. Vous avez été malmenés, vous avez été dupés. Mélène Tarboski et les femmes de la liberté ont voulu vous laver le cerveau. Mais leur fond n'était pas mauvais. Leurs intentions partaient d'un bon pied, mais elles ont choisi la mauvaise façon d'agir. Détruire ce que nous avons bâti, tuer des innocentes et décider du sort des nouveau-nés, ce n'est pas la bonne manière de procéder. Il est vrai que notre société est devenue monotone. Alors je propose également du changement, mais nous allons y aller de manière pacifique. Oui, un nouveau-né mâle est apparu, alors que la science nous avait assuré son impossibilité. Aujourd'hui, la science nous a envoyé un message. Peut-être que nous n'aurions pas dû tempérer avec l'ordre naturel de la vie sur Terre. Peut-être que nous sommes forcés de laisser la nature reprendre ses droits. Mais où est la différence entre ce nouveau-né et les autres? Les vôtres? Un enfant reste un enfant. Nous pouvons l'éduquer pour qu'il devienne un homme respectueux qui ne fera jamais de mal à une femme. Nous avons eu presque un millénaire d'entraînement. Nous pouvons le faire à nouveau. Notre dynamique ne changera pas. Je pense que nous devons simplement accepter ce changement et s'y adapter du mieux que nous pouvons. Il n'y a pas de véritable justice à mes yeux. Nous devons la créer nous-mêmes afin de solidifier les bases d'une société saine. Le Conseil suprême n'existera plus. Chaque pays pourra désormais créer son propre système politique. Ceci sera nécessaire lorsque d'autres nouveau-nés mâles apparaîtront. Nous mettrons en place les lois nécessaires pour créer une transition parfaite et sans encombre. Si tel est le désir de la nature, alors nous la laisserons faire. La justice doit être impartiale, et comme elle se nomme, juste pour tous. Nous devons créer un équilibre entre tous les êtres humains afin de pouvoir préserver une paix durable. Mélène Tarboski et ses acolytes seront emprisonnés pour leurs crimes, et je demande à toutes celles d'entre vous qui doutent encore de moi de reconsidérer de les rejoindre. Nous pouvons bâtir un monde meilleur si nous y mettons toutes du nôtre, un monde sans violence, sans discrimination, sans sexisme, sans haine et sans tristesse. Un monde où la justice est la même pour tout le monde. Je vous remercie. Alors qu'Ophélia prononçait ces mots, l'air se mit à frémir autour d'elle. La caméra se coupa, et le matériel informatique se surchargea pour finalement partir en fumée. Soudainement, un flash de lumière eut lieu, l'aveuglant. Quand elle rouvrit les yeux, Ophélia vit un cristal de couleur magenta flotter devant elle. « Que